Bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs. Mon nom est Peter Minock, je suis directeur général de l'Assemblée de la francophonie, votre hôte pour cette émission. Sous les projecteurs est l'émission qui met en vedette des gens et des initiatives de notre communauté qui brillent, des gens des fois comme vous. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct, édition qui vous permet de nous partager vos questions. Vous pouvez participer à l'émission vous aussi. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent dans la salle Zoom, sur Facebook et les gens qui vont nous regarder par la suite dans les enregistrements. Vous, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le clavardage du Zoom ou sur Facebook. L'équipe de l'AFO va les corriger et va me les partager. Donc, bonjour. Notre invité aujourd'hui est Pierre Ouellette, le recteur de l'Université de l'Ontario français, mieux connu sous l'UOF. Bonjour Pierre. Salut Peter, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté. Pierre, parle-nous un peu de toi. C'est qui Pierre Ouellette? Bien, Pierre Ouellette, c'est un gars du nord de l'Ontario. Donc, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Harty, qui est il faut bien connaître le nord de l'Ontario pour savoir où est Harty, mais c'est un petit village tout près de Kapuskasing. Donc, je suis né à Kapuskasing. J'ai fait toute mon école à l'école secondaire Cité des Jeunes, mon secondaire. Ensuite, j'ai étudié à l'Université Laurentienne. Je suis un diplômé je vous dirais, j'ai eu des défis au niveau de l'orientation. J'avais l'impression que je pouvais peut-être pas faire grand-chose. On m'avait donné l'impression que je ne pouvais pas faire grand-chose avec un bac en histoire, ce qui était mon premier intérêt. Donc, j'ai commencé en biologie à l'Université Laurentienne. J'ai fait 1 an et demi en biologie, puis je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas pour moi. Et j'ai poursuivi en histoire, j'ai fait bac maîtrise en histoire, puis je peux vous assurer que je me suis senti très engagé dans la communauté, malgré que j'ai juste fait des études en histoire. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça mon parcours, mon parcours scolaire, en tout cas. Là. Puis je suis à Toronto depuis, puis on aura peut-être l'occasion tantôt de parler un peu de mes expériences professionnelles, mais je suis à Toronto depuis environ 5 ans. Ma conjointe Andréane et moi, on est ici avec notre petite famille. Donc, avec nos 2 enfants, Thomas qui va avoir 11 ans bientôt et Alex qui va avoir 10 ans. Ça fait qu'on est ici depuis 5 ans. Parle-nous un peu de ton parcours professionnel parce que tu as quand même été recteur de l'Université de Hearst, tu as travaillé à Radio-Canada. Aujourd'hui, mais tu dis que tu es juste historien, mais c'est ceux qui connaissent l'histoire qui ne vont pas répéter les erreurs du passé. Mais je te laisse nous parler un peu de ton parcours à toi. Bien, peut-être. Comme plusieurs autres, là, je ne suis pas immunisé à répéter des erreurs qu'on a déjà faites. Le contexte change, puis des fois, on emprunte des formules semblables, puis on peut se tromper quand on le fait. Mais je te parle un petit peu de mon parcours professionnel. Quand j'ai terminé mes études de maîtrise à l'Université Laurentienne, ça fait un petit bout de temps, c'était en 1994. Pendant mes études, il y a un prof que vous allez probablement, un nom que vous allez connaître qui s'appelle Gaétan Gervais. Donc, j'ai eu le grand bonheur d'étudier avec Gaétan quand j'étais à l'Université Laurentienne. Puis Gaétan m'avait toujours dit, je me demandais, je devrais-tu faire une maîtrise? J'ai-tu vraiment besoin de ça? Puis Gaétan m'avait dit une phrase qui m'est toujours restée. Il dit, tu vas voir, il dit, fais ta maîtrise, l'Ontario français va venir te chercher. Et ça, c'est un message que je répète aujourd'hui à chaque occasion que je peux le répéter. Et puis, effectivement, l'Ontario français est venu me chercher assez rapidement à la fin de mes études. Donc, moi, j'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai parti deux journaux, un journal de langue française pour commencer, donc l'Horizon à Kapuskasing en 1995. Puis après ça, un deuxième journal, un journal bilingue qui s'appelait Le Weekender, qu'on a démarré en 1997. On a monté une belle petite entreprise où j'ai travaillé, on était une dizaine d'employés au total. Moi, j'ai travaillé là à temps plein et plus là, pendant 5 ans. Si vous avez eu un parcours d'entrepreneur, vous savez ce que c'est. Donc, c'est beaucoup d'heures qu'il faut y investir. C'est un peu comme partir une université. Il faut y investir beaucoup d'heures, mais j'ai travaillé là pendant 5 ans, puis après ça, après 5 ans, j'ai dit, OK, je suis resté comme propriétaire avec d'autres partenaires que j'avais à ce moment-là, et je suis devenu prof d'histoire et de sociologie à l'Université de Hearst en 2000. J'ai enseigné l'histoire et la socio, des cours qui étaient liés un peu plus à mon domaine d'expertise professionnelle qui était les médias.
Donc, j'ai enseigné quelques cours de sociologie des médias de masse et des cours d'histoire. Et après, je suis devenu vice-recteur de l'Université de Hearst, un poste que j'ai occupé pendant 4 ans, je crois, 4 ans ou 5 ans. Et éventuellement, je suis devenu recteur de l'Université de Hearst, donc en 2011. Puis je suis arrivé à un moment où les inscriptions étaient fortement à la baisse. Le nord de l'Ontario ne connaissait pas, je dois vous dire, c'était pas une région où la population allait en augmentant. On avait des défis importants au niveau du recrutement puis de la population étudiante. Puis on a décidé avec mes collègues puis l'ensemble de l'équipe à l'Université de Hearst à ce moment-là de vraiment transformer l'université. Puis si vous avez suivi un peu le parcours de l'Université de Hearst depuis les 10 dernières années, l'université a beaucoup changé. Maintenant, offre des cours en bloc. C'est beaucoup, donc, a changé, a renouvelé son approche pédagogique, transformé un peu son approche aussi au niveau du recrutement, donc recrute beaucoup plus à l'international. Quand on a décidé, un petit groupe que je menais à ce moment-là au niveau du recrutement international en 2012, je me souviens très bien, je commençais à dire à l'Université de Hearst, hey, on devrait peut-être commencer à faire du recrutement international. Puis il y en a qui me regardaient en me disant, oh, c'est tout un changement quand même. Puis, mais si on regarde aujourd'hui l'Université de Hearst, je pense que c'était une bonne décision. Les 10 dernières années ont donné raison à cette décision-là de commencer à faire du recrutement. Absolument. On voit que c'est une des grandes forces de l'Université de Hearst. Parle-nous un peu de comment ton expérience comme recteur de l'Université de Hearst t'a préparé ou va t'aider dans ton nouveau poste à l'Université de l'Ontario français. Bien, je pense que toutes les expériences de travail il nous restent. C'est des expériences qui font qui font partie de justement notre bagage, puis où on devient les personnes où on peut transférer peut-être des compétences ou des expériences qu'on a vécues ailleurs. Puis à Hearst, ça ressemble à certains égards à ce que je fais présentement à l'UOF. C'est une petite université. L'UOF est encore une petite université. On avait plus de profs. Quand j'étais vice-recteur à Hearst, on avait plus de profs que ce qu'on a présentement à l'UOF. Donc, au niveau de la taille, c'est relativement semblable. Puis je pense qu'on apprend aussi dans des petits milieux à être polyvalent. Donc, à faire différentes tâches. Par la force des choses, on est obligé là, de porter différents chapeaux. Donc, ça, je le fais encore à l'UOF. Puis, je te dirais que je le fais avec plaisir aussi. Là. Je pense que je m'ennuierais dans une job si j'avais toujours à faire la même chose chaque jour. Donc, moi, je me sens bien dans des environnements qui sont peut-être un petit peu plus petits et où on a besoin de faire des tâches qui sont différentes. Mais il y a une chose, Peter, puis j'ai commencé à en parler tantôt, c'est au niveau de la mobilisation de l'équipe. Tu sais, pour transformer une université comme on a fait avec l'Université de Hearst, puis je ne veux pas prendre tout le crédit, loin de moi l'idée de prendre tout le crédit pour la transformation de l'Université de Hearst, mais j'y ai participé très activement. On vient qu'on... Je pense que je ne suis pas la pire personne pour mobiliser des équipes autour des projets importants. Donc, je vais juste dire ça de cette façon-là, puis je pense que j'ai une expérience qui est pertinente à ce niveau-là. Je veux parler un peu de l'Université de l'Ontario français puis comprendre qu'est-ce qui différencie l'Université de l'Ontario français des autres universités. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique? Puis pourquoi un étudiant franco-ontarien devrait s'inscrire dans cette nouvelle institution-là? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rendent l'UOF unique, mais en même temps, ce n'est pas un extraterrestre. Il faut faire attention, là, parce que des fois, j'ai l'impression, quand on parle de l'innovation, parce que le slogan de l'UOF, c'est « Université innovante ». Donc, on est bâti sur l'idée je te dirais plus, de réunir des pratiques innovantes. Donc, l'UOF, en tant que tel, n'a pas beaucoup inventé des pratiques nouvelles qu'on pourrait estimer innovantes. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant à l'UOF? C'est qu'on en a réuni plusieurs. Puis là, ce qu'il y a de pareil, c'est qu'on est une université, on donne des cours universitaires, nos diplômés vont recevoir des baccalauréats. Donc, on forme des gens qui vont s'impliquer dans leur milieu, puis on forme des gens qui vont se trouver, on en est convaincu, un très, très bon travail, puis ils vont bien travailler
ils vont bien s'insérer et s'intégrer dans leur milieu de travail. Donc, ça, je veux juste rassurer les gens, on n'est pas une université, c'est pas du nouvel âge, là, c'est pas... donc, on est une université, mais il y a effectivement des différences. Donc, quand je disais tantôt, on a réuni des pratiques gagnantes ou des bonnes pratiques un peu partout, je pense qu'il y en a beaucoup de ça qui tournent autour de ce qu'on appelle notre signature pédagogique. Donc, on est très, très axé sur, d'abord sur des cours, puis je m'excuse d'utiliser l'expression, là, mais nos programmes sont transdisciplinaires. Puis ça veut juste dire que dès les premiers cours, dès les premières années de nos programmes, nos étudiants sont interpellés à voir des situations, à voir des enjeux, à aborder leurs cours en portant des lunettes qui sont différentes. Donc, on n'a pas un coffre à outils disciplinaire. On pige dans différentes disciplines traditionnelles des universités pour être capable on pense, là, de contribuer à meubler des têtes correctement pour agir au 21e siècle. Donc, ça, c'est probablement la chose. Puis, je te dirais, la façon la plus facile à le comprendre, c'est, imaginons qu'on a un cours, mais ce cours-là est enseigné par différents profs, par plusieurs profs. Donc, on fait de l'enseignement par équipe. Ça, je pense que c'est vraiment une des innovations importantes. Ce n'est pas une innovation, mais c'est une caractéristique importante de l'UOF. Donc, notre approche transdisciplinaire, l'enseignement par équipe, on veut aussi beaucoup mettre l'accent sur, je te dirais, une approche qui fonctionne par découverte. Une approche qu'on appelle inductive. Donc, on ne fonctionne pas nécessairement, puis là, vous allez me pardonner l'anglicisme, mais les Anglais ont trouvé une bonne façon de dire ce que je veux dire. C'est l'expression « sage on the stage ». Donc, okay. Ça, c'est l'expression qu'on utilise pour représenter des profs qui maîtrisent des connaissances incroyables et qui viennent devant leur classe les déverser, si tu veux, dans les étudiants qui les écoutent puis qui prennent des notes. Donc, on est un peu, je te dirais, allergique à cette approche-là. On ne peut pas toujours le faire, mais idéalement, on s'éloigne des cours magistraux. Donc, des cours où les profs viennent pendant 3 heures expliquer des grands concepts. Donc, on préfère que les étudiants travaillent de façon concrète sur des cas, en prenant des exemples concrets, en faisant des visites d'entreprise, en ayant des invités dans nos cours qui pratiquent ce que l'on veut enseigner dans le cours, en faisant des projets de recherche appliqués peut-être avec la communauté. Donc, on veut que les étudiants découvrent, puis on sait que les chances que ça ait un impact plus important sur les étudiants sont beaucoup plus grandes si on fonctionne de cette façon-là que si on fonctionne par des cours magistraux tout le temps. Donc, je parlais, puis je vais juste peut-être terminer là-dessus, l'idée d'une plus grande place à la recherche dans les premières années, c'est vraiment, on sait, puis une grosse partie de ce qu'on fait qui tourne autour de notre carrefour de l'innovation et du savoir, qui se veut un lien entre la communauté du centre et du sud-ouest, notamment de Toronto de façon plus précise, mais de l'ensemble du centre et du sud-ouest. Donc, établir des ponts entre la communauté qui a peut-être des fois besoin qu'on l'appuie en faisant un peu de recherche sur son milieu, en la conseillant, en lui fournissant un peu plus de connaissances sur le milieu, puis l'impact potentiel de ses programmes, par exemple, de ses produits, et nos cours. Donc, on veut faire le pont entre la communauté et l'enseignement des cours à l'UOF. Et tout ça, je te dirais, puis là, c'est vraiment vrai que je vais arrêter après, vraiment une approche qui essaye de développer des compétences. Donc, on pense que c'est extrêmement important, puis ça devient presque une expression galvaudée, là, une approche par compétence, mais c'est extrêmement important de terminer un bac puis de savoir communiquer, avoir une certaine compétence au niveau des analyses statistiques. Donc, on veut meubler des têtes pour que les gens puissent appréhender des enjeux du 21e siècle. OK, là, j'arrête.
Une des personnes dans le clavardage a écrit: ça me donne tellement envie de reprendre mes études. Ça veut dire que tu es en train de motiver les gens. Euh, Autour de ça, est-ce que c'est encore pertinent? Puis pourquoi c'est un avantage pour un étudiant ou une étudiante franco-ontarien, franco-ontarienne de poursuivre ses études universitaires en français? Il y en a qui vont dire: je vais probablement travailler en anglais plus tard, mais pourquoi je devrais poursuivre en français? Pas juste à l'UOF, mais dans une des institutions postsecondaires francophones en Ontario. Oui, bien, c'est vrai qu'il y a de fortes chances que certains de nos diplômés travaillent en anglais pour une partie de leur vie, mais il y a aussi de fortes chances qu'une partie de nos diplômés travaillent en français pour une partie de leur vie. Donc, il y a quand même, puis Peter, toi et moi, on ne va pas se chicaner sur les chiffres, on va juste dire qu'il y a beaucoup de francophones en Ontario. OK? Et de personnes qui parlent le français en Ontario. Il y en a plus de 10 millions au Canada. Donc, c'est si on veut des arguments économiques, c'est un énorme marché. C'est un énorme marché au Canada, c'est un énorme marché à l'international. Et ça nous prend des diplômés. L'UOF a fait faire, avant que j'arrive, une évaluation dans le cadre d'un rapport sur quelle va être la place ou le besoin de diplômés francophones qui peuvent travailler dans les deux langues, dans le centre et le sud-ouest de l'Ontario. Puis on évalue qu'il y a plus de 100 000 postes d'ici 2030 qui vont être disponibles. Et si on enlève de ce chiffre-là, ou si on soustrait en plus les personnes qui vont prendre leur retraite, il va y avoir 180 000 postes à combler. Présentement, ça voudrait dire qu'il faut augmenter de plus de 50 notre taux de diplomation de francophones. C'est énorme. Donc, le besoin est là. Puis, si on veut tomber dans d'autres arguments, puis sans tomber, je n'ai rien contre le folklore, je suis un historien, mais si on se projette dans le futur, si on se projette dans les prochaines années, je pense que la place du français était. Moi j'y tiens. Pour moi, c'est important. En fait, pour moi, c'est viscéral. Pas juste important. Absolument. Puis on sait que le gouvernement de l'Ontario a de la misère lui-même à remplir ses propres postes bilingues. On sait qu'il y a plein d'entreprises privées dans la grande région de Toronto et à travers la province qui sont toujours à la recherche de gens qui peuvent parler le français. Donc, certainement un avantage. Puis, c'est aux gens à se donner le plus d'avantages possible dans la vie. Pierre, moi, j'ai eu la... J'ajouterais, avant de passer à la prochaine question, que le renouvellement de la loi sur les services en français et le concept, maintenant qui n'est plus un concept, d'offres actives, va nous inciter à former encore plus de travailleurs francophones pour être capables de servir les francophones de l'Ontario. Donc, pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner, je pense que ça vaut vraiment la peine de poursuivre des études en français. Oui, absolument. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'inauguration de l'Université de l'Ontario français. Puis, tu as dit quelque chose pendant ton discours que je voulais que tu expliques un peu. Tu as ajouté la notion du comme au par et pour. Peux-tu nous expliquer cet ajout-là? Parce que je sais que dans la communauté, on parle de par, pour et avec, mais toi, tu as parlé de par, pour et comme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et l'UOF? Oui, je te dirais que c'est un apprentissage que j'ai beaucoup approfondi depuis que je suis à Toronto, donc dans les 5 dernières années, puis c'est celui de la diversité et de l'inclusion. Et on n'a pas besoin de se présenter, je te dirais, à trop de soirées de bulletins dans une école de langue française de Toronto pour comprendre que la francophonie torontoise, elle est composée d'une diversité, elle est riche d'une diversité qui est croissante. Donc, il faut que l'UOF ressemble à cette francophonie-là. Tu sais, il y a 35 du total de l'immigration qui arrive dans la grande région de Toronto au Canada à chaque année. Donc, et on n'a pas de raison de croire que les francophones, que l'immigration francophone va diminuer dans la grande région de Toronto. Au contraire. Donc, si on veut bien répondre, si on veut être pertinent, je te dirais, pour une francophonie qui est riche de cette diversité-là, il faut qu'on vive cette diversité-là. Il faut qu'on la représente. Donc, le comme, dans le parcours et comme, ça veut dire, bien, il faut que notre équipe soit représentative. Et par ça, je veux dire d'ajouter des personnes noires, des personnes autochtones, du personnel noir, du personnel autochtone, du personnel qui va être représentatif des communautés
de cette francophonie-là. Donc, mon parcours ECOM veut dire ça. Puis, au dernier recensement de 2016, il y avait 38 de tous les francophones de l'Ontario qui sont du centre, qui habitent dans le centre et dans le sud-ouest de l'Ontario. Il y a fort à parier qu'en 2021, ça va être plus que ça. Ça va être, on va s'approcher du 40 et peut-être plus. Puis ça, on en parle depuis très, très longtemps, mais c'est en train de se produire présentement. Et cette francophonie-là, elle est très, très, elle vit la diversité, elle est la diversité, et il faut qu'on la représente, puis il faut qu'on leur offre des programmes, il faut qu'on s'offre des programmes en français à ce 40 %-là de francophones de l'Ontario. Moi, je dirais que c'est une question de, si on veut vraiment trouver des façons concrètes d'appuyer la vitalité des francophones de l'Ontario, il faut que tous les francophones de l'Ontario soient d'accord. Et là, j'interpelle mes amis du nord de l'Ontario, j'interpelle mes amis du moyen nord de l'Ontario, j'interpelle mes amis de l'est de l'Ontario, de comprendre, qui se questionnent des fois sur pourquoi cette université-là est à Toronto. C'est quoi ça? Non, 40 % des francophones sont dans le centre et dans le sud-ouest. Ça nous prend une université avec le plus grand nombre possible de programmes dans le centre et dans le sud-ouest. Sinon, c'est pas vrai que tout le monde va aller à l'Université Laurentienne, va quitter leur maison d'Ajax ou de London pour aller à l'Université Laurentienne ou à l'Université d'Ottawa. Les gens vont aller probablement étudier en anglais dans une université près de chez eux. Donc, il faut être une bonne option en français pour continuer de faire vivre la francophonie ontarienne. Ça, vraiment, s'il y a une chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est la pertinence d'avoir une université en français pour les francophones du centre et du sud-ouest dans notre région. Absolument. Toute la notion d'avoir des institutions, puis le centre-sud-ouest, peut-être la région avec le moins d'institutions, c'est l'arrivée de l'Université de l'Ontario français vient ancrer la communauté francophone aussi dans la capitale provinciale. Pour les gens qui viennent joindre à nous, bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens de notre communauté. Aujourd'hui, mon invité, Pierre Ouellette, le recteur de l'Université de l'Ontario français. Si vous suivez la discussion, en direct, l'émission permet que vous nous posez des questions. Moi, j'arrive à la fin des questions qui avaient été préparées. Je vais vous donner la chance, vous aussi, de rajouter à la discussion. Vous pouvez vous poser vos questions dans le clavardage si vous êtes sur le Zoom avec nous ou sur le Facebook. L'équipe de l'AFO va tout colliger ça et me les rendre disponibles. Pierre, on commence déjà à avoir des questions. Du grand public. On va commencer à parler de ces questions-là. Le premier, c'est quels sont vos objectifs d'inscription en vue de la prochaine année scolaire? Puis quelle est la rétroaction reçue de la part des étudiantes et des étudiants qui ont terminé leur premier semestre à l'université? Bien, d'abord, je vais commencer un peu à l'envers parce que sur la première question, je n'aurai malheureusement pas une très, très longue réponse à donner, ou en tout cas, peut-être pas très précise. Mais la rétroaction qu'on reçoit, vous savez que le contexte de la COVID rend les études particulièrement complexes. Donc, et j'ajouterais à ça qu'on a créé une nouvelle université dans un contexte de COVID. On a réuni des équipes, on a construit un nouveau campus qui est fabuleux, de toute beauté, pendant une période COVID. On l'a fait à temps et on l'a fait en respectant nos budgets. Donc, ça, on est très, très fiers de ça. Mais sur la livraison des cours puis la rétroaction qu'on reçoit, jusqu'à maintenant, elle est bonne. Donc, on reçoit des bons commentaires de nos étudiants. Il y en a d'ailleurs, puis tu disais que tu étais à l'inauguration le 12 novembre. Il y a un étudiant là qui a fait un témoignage très, très intéressant. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est clair qu'on fait plus de choses à distance qu'on l'aurait souhaité. Il faut reconnaître aussi que tous les cours à l'UOF sont offerts en ce qu'on appelle la comodalité. Donc, dès le départ, les cours à l'UOF étaient conçus, prévus pour être offerts à la fois en présence et en virtuel en même temps. Donc, nos salles de classe sont équipées pour que les profs soient capables d'offrir leurs cours à des étudiants qui sont sur place, puis à des étudiants qui sont en mode virtuel. Donc, ça permet de peut-être élargir un petit peu le bassin dans lequel on est capable d'offrir nos cours et nos programmes. Donc, la rétroaction est bonne.
est généralement bonne. Maintenant, sur les cibles d'inscription, je pense qu'une des erreurs qui a été faite, puis ce n'est pas ma place de critiquer le travail que d'autres gestionnaires de l'UEF ont fait dans le passé, mais on a établi des cibles et après, quand on n'a pas respecté cette cible-là ou on n'a pas atteint la cible qu'on s'était donnée, certaines personnes en ont profité pour faire des critiques de l'université. Donc, l'université fait un paquet de choses présentement. Je vous ai parlé de... puis c'est beaucoup plus ça qu'il faut regarder. Donc, on s'est donné un nouveau campus qui est situé, qui est sur un site incroyable, à quelques minutes de marche du lac Ontario. On a offert nos premiers cours, on s'est adapté à la COVID, on a réuni une équipe incroyable et un personnel incroyable. On a fait une inauguration qui a été saluée par un paquet de personnes. On a lancé le Sénat universitaire. On a établi autour de l'UOF un nouveau chapitre de l'ACFAS Toronto. On est en train de construire le carrefour de l'innovation et de l'apprentissage. Donc, il faut regarder le travail de l'UOF. Moi, je vous dirais, soyez patiente, soyez patient. Donnez à l'UOF le temps de faire... je vous donne un autre exemple. On va commencer pour la première fois en début 2022 à faire des présentations à des élèves qui sont en 11e année et en 10e année. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est bâtir une tradition universitaire en français dans le centre et dans le sud-ouest de l'Ontario. Et faire ça, ce n'est pas une affaire de 3 mois, ce n'est pas une affaire de 3 ans. C'est une affaire qui peut prendre une demi à une génération. Il faut être patient. Donc, les cibles, c'est qu'on veut continuer à faire le travail de grande qualité qu'on a fait jusqu'à maintenant. On veut que l'expérience étudiante puis l'expérience universitaire soient positives et on veut continuer de grandir. On veut ajouter des programmes. On est en train de faire approuver un nouveau programme, un baccalauréat en éducation. On va regarder ce qu'on peut faire du côté de la justice, de la santé, de la gouvernance et de la gestion. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse pour les prochains mois puis les prochaines années. C'est beaucoup plus ça. Bien, tu commences à répondre. Je vais combiner quelques questions. Est-ce qu'il y a un programme de sport et études? Puis c'est quoi vos programmes? Est-ce que c'est technologique ou la force de l'université va être dans quel domaine? So, je combine un peu les deux. Qu'est-ce que vous offrez concrètement? Bien, ce qu'on offre, d'abord pour sport-études, la question m'a été posée par Thomas Ouellet, 10 ans, qui est un fan de soccer et de sport, et qui m'a dit, papa, si tu veux si tu veux avoir une chance de me recruter à l'UOF, ça va vous prendre des sports. Donc, on va examiner toutes ces choses-là. Puis là, je pense que je vais utiliser l'expression que mon ancien patron utilisait très régulièrement. Un éléphant, ça se mange une tranche à la fois. Donc, on va arriver au niveau de la vie étudiante et des activités étudiantes. Je sais, puis j'ai rencontré avec Paulin Mulatrice, le vice-recteur aux études à la recherche, on a rencontré les représentants de la FESFO, justement le jour de l'inauguration, quand on était ensemble sur le campus. Et on leur a demandé, bien, qu'est-ce qui vous intéresserait? Puis, ils nous ont dit une chose, ils nous ont dit, parce que on peut reconnaître ici que certaines personnes ne se sont pas gênées pour critiquer les programmes de l'UOF. Et donc, les représentants de la FESFO ne nous ont pas dit, ils nous ont dit, ce n'est pas vos programmes vos programmes, on les comprend puis on les apprécie. On veut plus d'activités étudiantes. On veut qu'il y ait une vie étudiante sur le campus de l'UOF. Donc, je te dirais que ça, à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment mettre la priorité sur la vie étudiante. OK. Prochaine question, puis on commence à avoir toute une liste de questions. On va être ici un petit bout de temps, Pierre. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour la promotion et le recrutement à l'international? Je sais que vous en faites déjà. On n'en fait pas, en fait. Vous n'en faites pas, mais vous avez des étudiants, non? On a beaucoup d'étudiants internationaux, mais on fait pas, on fait très, très peu d'activités de recrutement international. Puis ça démontre tout l'attrait aussi que des populations étudiantes internationales ont pour l'Ontario, ont pour Toronto, ont pour le centre et le sud-ouest de l'Ontario, puis ont pour l'UOF aussi. Donc, on attire je te dirais, avec un effort minime,
beaucoup de demandes d'inscription à l'UOF d'une clientèle ou d'une population étudiante internationale. Donc, pour l'instant, je te dirais cet automne, on s'est beaucoup concentré sur le recrutement ontarien, le recrutement domestique. Et comme je le disais tantôt, c'est un travail qu'il va falloir répéter année après année. Il va falloir trouver des façons d'atteindre les familles, pas juste les étudiants, les élèves dans les écoles secondaires. Il va falloir le faire quand les élèves sont un peu plus jeunes. Tu sais, je disais tantôt, on commence maintenant pour la première fois à parler à des élèves du début ou du milieu du secondaire. Donc, c'est comme ça qu'on va bâtir l'UOF au fil des années. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. On fait peu de recrutement international. Mais ça s'en vient. Puis on sait que tu as l'expérience d'avoir fait du recrutement à l'international à l'Université de Hearst. On compte sur toi, Pierre. C'est sûr, Peter. C'est sûr qu'on va en faire puis qu'on veut en faire. On accueille, je le disais, toi, tu le disais tantôt, là, on accueille quand même cette année une bonne proportion de nos étudiants sont une clientèle internationale, surtout d'Afrique. Donc, on va continuer à en faire. On va donner un peu plus de structure à qu'est-ce qu'on fait aussi de ce côté-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a potentiellement il y a plusieurs autres marchés potentiels. Donc, on a beaucoup parlé du marché de l'Afrique, mais il y a aussi un marché en Europe. Quand j'étais à Hearst, on a signé des ententes de mobilité étudiante qui ont très, très bien fonctionné. Donc, il y a plein de personnes qui auraient le goût de découvrir l'Ontario français, puis une région fantastique comme le centre et le sud-ouest. Et on va y travailler aussi, là, encore une fois, une étape à la fois. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis là, je n'ai même pas commencé à parler des ententes de mobilité qu'on pourrait avoir avec des universités du Québec, par exemple. Je suis certain qu'il y a des étudiants du Québec qui aimeraient venir étudier un semestre, une année à Toronto, améliorer leur anglais. Donc, il y a plein de potentiel pour l'UOF. Oui, absolument. Puis je me rappelle quand on faisait les États généraux il y a plusieurs années qui ont mené à la création de l'université. On parlait aussi du marché d'immersion. Il y a quand même plusieurs, je pense qu'il y a au-dessus de 200 000 élèves dans les programmes d'immersion en Ontario. Certainement pas une clientèle à négliger non plus. Non, pas du tout. Pas du tout, Peter. Non. En fait, on le sait, là, il y a 4 fois plus d'élèves en immersion qu'il y en a dans le système francophone. Bien sûr, toutes ces personnes-là ne sont pas en immersion intensive, mais il y a un très, très fort potentiel au niveau de l'immersion, c'est certain. Absolument, ce qui pourrait aider à grossir puis offrir plus de programmes. On a des questions quand même très intéressantes qui nous viennent du public. Les gens sur le terrain sont très sages. J'ai un commentaire de quelqu'un qui dit « Moi aussi, ça me donne envie de reprendre mes études. » Puis nous pose des questions sur des collaborations éventuelles avec d'autres institutions francophones en Ontario et ailleurs. Par exemple, l'Université de Sudbury, l'Université de Hearst, l'Université d'Ottawa, l'Université Saint-Paul, etc. Tu as déjà parlé un peu du Québec, mais parle-nous un peu de comment ça va avec les autres institutions francophones et bilingues en Ontario. Bien, je répondrai à ça en disant dans un premier temps qu'on est, puis je pense que vous avez été fiers de dire à la FO et toute la communauté que l'UOF, c'est une université par et pour les francophones. Donc, et comme. Et dans un premier temps, je te dirais, on va se tourner vers les partenaires par et pour. Donc, présentement, on travaille beaucoup avec l'Université de Hearst. On travaille aussi beaucoup avec le Collège de la Cité. On a commencé à travailler d'un peu plus près avec le Collège Boréal récemment. Donc, ça, c'est nos partenaires par et pour. Puis, on attend de voir aussi ce qui se passe autour de Sudbury. Serge Miville était là à l'inauguration de l'UOF. Donc, on s'est parlé à plusieurs reprises depuis que je suis en poste. En passant, ça fait 6 mois, vendredi passé, que je suis en poste. C'est pas 6 ans, c'est 6 mois. Donc, oui, Peter, l'UOF, si on retourne aux documents fondateurs de l'UOF est comme pas condamné, mais bâti sur un ADN de collaboration. Puis même, je te dirais que j'aurais la prétention, je vais la rendre publique aujourd'hui, de penser que l'UOF est capable de
d'inciter le réseau des universités et des collèges à revoir sa façon de financer les collèges et les universités en ne nous mettant pas toujours en concurrence, mais plutôt en nous incitant à collaborer et en finançant la collaboration. Donc, je pense que ce n'est pas le cas présentement, puis bien humblement, je pense que l'UOF peut contribuer à modifier la façon de financer les collèges et les universités en Ontario sur la base de la collaboration. Donc, ça, c'est comment j'y crois. Oui, parce que le modèle francophone n'a pas besoin d'être le miroir du modèle anglophone qui peut être bâti un peu plus sur la compétition que le modèle francophone. Une autre question qu'on a, c'est peux-tu aborder le sujet sur les possibilités de carrière ou d'échange pour les enseignantes et enseignants universitaires à partir de l'étranger? Est-ce que tu envisages des échanges? Ça pourrait être intéressant pour aller chercher des idées nouvelles. Oui, bien souvent, puis quand j'étais à Hearst, on avait choisi de ne pas l'inclure, mais souvent des ententes de mobilité, c'est des ententes de mobilité étudiante et professorale. Donc, oui, il y a cette possibilité-là de signer des ententes. Je ne sais pas si la personne, si c'est ce dont la personne parlait avec sa question, mais oui, il y a cette possibilité-là absolument puis en passant, on a même un prof qui est déménagé de Londres pour venir étudier, pour venir enseigner à l'UOF. Je te salue, Léandro, en passant. Tu parles de Londres, Angleterre. Là. Oui, pas de London en Ontario. Non. C'est jamais, hein? Oui, mais oui, cette mobilité-là, je pense qu'elle est tout à fait pensable et réalisable. OK. D'autres questions? Comment va l'année jusqu'à date? Puis, on va aller avec celle-là. Comment va l'année jusqu'à date? Je sais que tu as parlé un peu que c'était difficile. Vous avez combien d'étudiants en ce moment? Puis, comment ça va avec eux et elles? Ça va bien. Ça va bien, aussi bien que ça peut aller dans une période, comme je l'ai dit tantôt, de pandémie mondiale, de pandémie, point, et qui rend le lancement d'une nouvelle université un peu plus difficile, puis deux, l'offre de cours dans tous les collèges, toutes les universités, toutes les écoles, on le voit bien aussi, c'est quand même un petit peu plus, beaucoup plus compliqué que ça l'est normalement. Donc, je te dirais que ça va bien. J'ai parlé tantôt aussi de co-modalité qui fait en sorte que nos profs étaient quand même un peu préparés à cette idée-là d'enseigner à la fois une clientèle sur place et une clientèle virtuelle. Donc, on s'y préparait. On avait donné des formations aux profs pour être en mesure de le faire. L'équipement était là aussi. Donc, on a fait cet apprentissage-là cet automne. Les profs, puis je dois leur lever mon chapeau, ont travaillé très, très fort cet automne pour être en mesure de... On a apprivoisé du nouvel équipement, on a apprivoisé des nouveaux cours. Donc, il y a beaucoup de travail qui est allé là-dedans. Des nouveaux locaux, des nouveaux étudiants, étudiantes, beaucoup de choses en même temps. Prochaine question. Les études en ligne et activités langagières, traduction, sauf erreur, ne sont offertes par l'UQTR et l'Université Saint-Boniface à Winnipeg. Est-ce que l'UOF va offrir ce choix aussi? Bien, probablement pas, je te dirais. Au meilleur de mes connaissances, il y a quand même des bons programmes de traduction chez nos amis à Glendon. Okay. Donc, je pense, puis j'y vais de mémoire. Quand j'étais à Hearst, on avait travaillé avec nos collègues de Glendon. On a mis en place un programme de traduction à Hearst. Puis à ce moment-là, il me semble que Glendon a des programmes quand même assez forts au niveau de la traduction. Donc, non, la traduction, ce n'est pas dans nos plans pour l'instant. On a parlé de collaboration avec les autres, avec Glendon, qui est aussi dans la région de Toronto, où vous devez être en train de voir comment il peut y avoir de l'entraide avec cette institution-là aussi. Absolument. J'ai proposé au principal de Glendon une rencontre entre nos équipes dans les premiers mois de 2022. Donc, on est en train de voir, puis avec tous nos partenaires potentiels, je pense que ce qu'on veut faire en partant, c'est de s'asseoir et de parler de nos intérêts. Quels sont les intérêts de Glendon de travailler avec l'UOF? Quels sont les intérêts de l'UOF de travailler avec Glendon, d'y aller de façon très transparente et ouverte, puis d'essayer de bâtir sur ce qu'on peut trouver en commun dans leurs intérêts et dans les nôtres. Donc, oui, on veut aussi travailler, bien sûr, avec nos amis de Glendon. OK.
Prochaine question. Je vais chez vous et je vais graduer avec quel diplôme? Puis tu as parlé avant de justice, puis ça veut dire quoi justice? Une question qu'on a eue, puis en tout cas, on va aller avec ça là. Bien, je n'ai pas de réponse précise à donner pour la question sur la justice, parce que c'est le Sénat de l'université qui va devoir, sous l'impulsion, je dirais, de l'administration, va se pencher sur les nouveaux programmes à ajouter. Et puis, on pense à la justice dans le sens d'être capable de former des francophones pour offrir des services en français en justice. Quand je siégeais à la CUFC, il est parti quand même un chantier important sur l'accès à la justice en français, puis bien sûr, avec ça, l'idée de former des personnes qui sont aptes à travailler dans tous les domaines de la justice. Donc, je n'ai pas de réponse précise à donner. Il faut voir dans chacun des domaines où on pense qu'on devrait peut-être créer des nouveaux programmes. Il faut voir quel est de façon plus précise, c'est quoi les besoins. Donc, ça, c'est un peu notre travail d'aller peut-être de commander des études de marché, de voir qu'est-ce qui se fait dans notre environnement, est-ce qu'il y a d'autres programmes semblables qui sont offerts autour de nous. Donc, je n'ai pas de réponse précise à donner par rapport à la justice. Le début de ta question, c'était les gens vont conclure leur programme avec quelle sorte de diplôme? Je pense que c'était ça. Donc, c'est des baccalauréats spécialisés, c'est-à-dire des baccalauréats de 4 ans. On a 4 programmes en pluralité humaine, en culture numérique, en environnement urbain et en innovation économique et sociale. Donc, ça, c'est les 4 programmes qu'on a pour l'instant. Puis là, je le disais tantôt, on est en train d'ajouter un programme de baccalauréat en éducation. Vous savez, il manque à peu près 10 000 enseignants francophones au pays pour être en mesure d'offrir des programmes en français, pour enseigner en français dans les provinces canadiennes. Donc, on est en train d'essayer de répondre à vraiment un besoin dans la communauté, une pénurie d'enseignants francophones. Donc, ça, c'est le prochain programme qu'on espère ajouter. On a reçu aussi cet automne un premier rapport sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en gestion et gouvernance. Donc, des programmes de gestion, des programmes d'administration. Donc, ce genre de programme-là, on est en train de voir, d'évaluer présentement quel est le besoin, qu'est-ce qui pourrait être gagnant pour nous. Et j'ai parlé de justice un peu tantôt, mais on a touché un petit peu à quelques reprises depuis le début à l'idée d'offrir davantage de services en français. Donc, on veut regarder aussi de façon très attentive ça va être quoi les besoins avec l'offre active, avec le renouvellement de la loi sur les services en français? Qu'est-ce que l'UOF pourrait offrir comme formation éventuellement à des personnes qui auraient besoin justement d'offrir ces programmes-là et ces services-là? Tu as parlé de pluralité humaine avant. Ça veut dire quoi? J'ai quelqu'un qui me dit, ça veut dire quoi pluralité humaine? Bien, je te dirais que c'est un programme, tu sais, les êtres humains sont infiniment complexes et on vit dans des systèmes qui sont aussi infiniment complexes. Donc, l'idée des programmes de pluralité humaine, c'est de prendre en compte, c'est un bon programme de sciences humaines, d'humanité. Ça me prendrait Paulin à côté de moi pour donner une meilleure description du programme. Paulin, qui est le vice-recteur dont j'ai parlé tantôt. Mais si tu veux, je pourrais. J'ai malheureusement pas une bonne réponse très complète à vous donner, mais je pourrais vous en fournir une, bien sûr. Je pense que ce serait une bonne chose. Écoute, c'est une des beautés d'être en direct. On ne sait pas c'est quoi les questions qui vont nous arriver. On ne peut pas se préparer pour toutes les questions. Mais pas savoir les questions, ce n'est pas un problème. C'est pas savoir la réponse. C'est pas la réponse. Mais c'est correct. Est-ce que tu peux nous parler des chiffres relatifs au nombre d'inscriptions en ce moment, cette année? Combien d'étudiants? Tu as parlé des étudiantes au sein de l'institution. Il y en a combien en ce moment? Oui, ça a été un peu controversé, ce sujet-là, hein, au début. Oui. Puis, tu sais, je te dirais que l'UOF est née dans la controverse, puis la controverse continue de nous suivre. Puis, on essaie je le disais tantôt, quand je plaidais pour la patience, quand je demande aux gens de voir qu'on est en train d'établir
une université sur le long terme. Ça, c'est un message qui est extrêmement important pour moi. Donc, j'essaie pas d'esquiver la question. Cette année, en 2021-2022, on prévoit encore accueillir jusqu'à 150 étudiants, qui est quand même, ça n'a pas été 150 étudiants en septembre parce que, puis pour deux raisons. Un, la COVID. Il y a des personnes qui ont dit, ben non, moi, si c'est pour être une formation complètement à distance, je vais peut-être attendre en janvier pour commencer. Et la deuxième raison, qui est un peu, en fait, qui est carrément hors de notre contrôle, c'est l'accès au permis d'études pour des étudiants internationaux. Et ça, on a vu quand même la controverse dans les derniers mois. Les médias en ont beaucoup parlé. Notre premier ministre en a parlé aussi. Donc, il semble y avoir des enjeux au niveau d'avoir accès à des permis d'études pour des étudiants, notamment des étudiants africains qui veulent venir étudier au Canada. Donc, il y a certaines personnes dont les permis d'études parfois ont été refusés. Ou parfois, plus souvent, je vous dirais, on a des délais très importants avant d'avoir un permis d'études qui permet de venir à Toronto pour étudier à l'UOF. Donc, ça, c'est les deux enjeux. Ce qui veut dire, j'ai parlé de 150 tantôt, on n'est encore pas à 150, mais on pense qu'au semestre, à la session d'été, qu'on pourrait se rendre. On a encore 150 personnes potentiellement cette année. Donc, on continue de penser que c'est un excellent résultat. Puis, je pense qu'il y a très peu d'entrevues que j'ai faites depuis que je suis ici en juillet où je n'ai pas dit que l'Université York, qui aujourd'hui a 55 000 étudiants, a commencé à sa première année avec moins de 100 étudiants. Donc, ça vous donne une idée. Je ne pense pas que je suis un gars très, très ambitieux, pileux, mais je ne suis pas sûr qu'on va se rendre à 55 000 étudiants, même dans 25 ans, mais on ne sait jamais. Mais quand même, je pense qu'il faut voir, comme je le disais tantôt, il faut être patient. Je pense qu'on fait les bonnes choses. Je pense qu'on va dans la bonne direction. On est en train d'ajouter des programmes. On sait que les gens attendent énormément de l'UOF. On le sait, ça. Les gens étaient dans la rue il y a 3 ans pour demander cette université-là. Donc, on comprend très, très bien qu'il y a des attentes par rapport à l'UOF, mais toutes ces choses-là, on ne peut pas les offrir à l'année 1. Donc, on va y aller de façon méthodique. Mais on va continuer à grossir. J'ai quelqu'un qui pose la question, quel constat êtes-vous en mesure de faire maintenant que vous êtes en poste depuis 6 mois? Est-ce qu'il y a eu des surprises à ton arrivée ou heureuses ou non qui se sont produites? Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question, mais les surprises, c'est pas une surprise, c'est un constat, c'est qu'il faut parfois, souvent, puis de plus en plus, se détacher de l'urgence pour aller vers l'importance. Donc, quand on part une nouvelle entreprise, quand on part une nouvelle institution comme l'UOF, puis comme j'ai fait déjà dans une autre vie en entreprise, des fois, très, très rapidement, au début, on est confronté à des urgences. Il y a des choses auxquelles il faut réagir rapidement. Donc, il faut essayer de répondre aux bonnes urgences, mais se garder aussi de l'énergie pour travailler sur les choses plus importantes à plus long terme. Donc, il faut savoir faire la différence entre ces deux choses-là. Puis, je pense que dans la plupart des cas, on réussit. Des fois, peut-être des fois, il peut y avoir des urgences importantes aussi, là, des urgences qui ont une incidence sur le plus long terme. Donc, il faut savoir départager ces deux choses-là, puis essayer de mettre, parce qu'on n'est quand même pas une équipe énorme. Là, on est une 50aine de personnes, c'est quand même une bonne équipe qui apprend à travailler ensemble, qui bien souvent s'est rencontrée en personne pour la première fois cet automne. Qui a en grande partie été embauché via des entrevues en Zoom ou en Teams. Donc, ça aussi, il faut bâtir ce défi-là qu'on a de bâtir un esprit de collaboration, un esprit d'équipe, quand on travaille surtout à distance, puis quand on ne se connaît pas autrement que ça. Ça aussi, ça peut être un défi qui vaut la peine qu'on s'y attarde. C'est quoi ta prochaine priorité ou c'est quoi ta priorité actuelle au sein de l'université? C'est quoi la chose que tu veux accomplir dans les prochains mois?
Bien, on a commencé cet automne une réflexion d'orientation stratégique. Donc, avec une bonne partie de notre équipe, on est en train de... Puis, ce n'est pas la préparation d'un nouveau plan stratégique. On n'a pas 6 mois d'ancienneté. On a commencé en septembre. Donc, on aurait peu d'historique sur lequel bâtir une évaluation de l'atteinte de nos stratégies ou pas. Donc, on fonctionne avec la stratégie ou le plan stratégique de 2018 et on est en train de se donner collectivement des priorités. C'est exactement ce sur quoi on travaille présentement. Donc, on a eu des rencontres en décembre. Les rencontres vont se poursuivre, devaient se poursuivre ce vendredi, mais là, on ne peut pas se rencontrer en personne. C'est un travail qui a besoin de se faire en personne. C'est un travail qui se fait difficilement par des rencontres virtuelles. Donc, on va poursuivre ces rencontres-là et on va se donner des orientations prioritaires qui vont rejoindre la stratégie avec la même mission, avec la même vision, avec les mêmes valeurs à l'UOF. Donc, on y travaille présentement, mais moi, je vous dirais, je l'ai dit tantôt, l'importance de créer un esprit d'équipe, l'importance de sentir de continuer à faire en sorte que les gens se sentent engagés par la mission de l'UOF. Puis j'ai parlé à toutes les personnes cet été, quand j'ai commencé, j'ai eu une rencontre individuelle avec chaque personne et j'ai vraiment senti cet engagement-là du personnel pour la mission de l'UOF. Donc, continuer de travailler là-dessus, voir quels sont les programmes qu'on peut ajouter. Je le disais tantôt, il y a des attentes par rapport à l'UOF, puis c'est correct. Les gens s'attendent à beaucoup de nous, puis c'est pas... J'aime mieux travailler avec ça que de travailler dans... que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on fasse, dans l'indifférence. Donc, il y a de l'intérêt, il y a des attentes, puis on va voir quels sont ces programmes-là. Puis on le voit dans les questions et les commentaires qu'on est en train de recevoir du public. Moi, je vois des gens dire je souhaite beaucoup de succès à l'UOF. J'espère bien y envoyer mon fils. Il serait en bonne main. Il y a d'autres personnes qui disent moi, j'y crois, ça dépendrait des démarches, mais je pense qu'elle parlait du 55 000 auquel tu parlais avant. Pierre, on arrive presque à la fin de notre entrevue aujourd'hui, de notre échange. J'ai peut-être une question. Vous avez parlé avant les fêtes de l'installation du recteur et du chancelier. Comment ça fonctionne, l'arrivée d'un nouveau chancelier? Puis vous en avez tout un, là. On en a tout un, effectivement. On est très, très fiers. Puis on a reçu tellement de bons commentaires après la nomination de Paul Rouleau comme chancelier de l'UOF. Paul qui a été très, très actif dans la communauté et qui a participé à beaucoup de causes pour l'éducation en français partout au pays. Donc, on est très, très fiers de l'arrivée de Paul Rouleau comme chancelier de l'UOF. Mais c'est une cérémonie plutôt protocolaire. Moi, je te disais tantôt, là, ça a fait 6 mois vendredi que je suis en poste. Je l'ai dit à la blague souvent dans des rencontres avec notre équipe, mais je me sens assez bien installé. Ils m'ont donné les clés et tout, hein? Ils m'ont même donné une clé. Je peux rentrer quand je veux. Donc, ils m'ont donné une belle chaise, puis je suis très, très bien installé. Mais c'est plus protocolaire. C'est plus aussi pour que, où on invite. C'est très, très universitaire aussi. C'est très, on invite d'autres acteurs, d'autres actrices, du personnel des autres universités. Le moment plus public qu'on a eu, c'était l'inauguration du 12 novembre, où on a eu vraiment des discours inspirants de gens de l'université, de représentants de la communauté, de politiciennes. Donc, je te dirais que c'est une cérémonie surtout protocolaire, l'installation. Elle va être diffusée sur les médias sociaux. On va être capable de regarder. Oui, ça devrait être diffusé dans les réseaux sociaux. On n'a pas déterminé de date encore à cause de la COVID. Donc, on devait le faire en janvier. On a décidé de remettre pas avant le mois de mars. Et là, on est en train de voir est-ce que le mois de mars, c'est vraiment le bon moment ou on attend plus au printemps, comme les universités le font traditionnellement. Parce que, comme je le disais tantôt, je me sens très, très bien installé déjà. Peut-être sur une terrasse à Toronto, puis tu pourrais inviter des gens dehors, ça va être plus facile. Pierre, dernière question. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Oh boy, j'en ai beaucoup des rêves pour la communauté franco-ontarienne, mais je te dirais que si je regarde juste mon travail que je fais là, au quotidien avec l'UOF,
c'est de constater le succès de l'UOF à tous les niveaux. Donc, on a beaucoup parlé de tout ce qu'on a fait de très bien, l'implication de l'UOF dans son milieu, l'importance de la recherche. Il faut que l'université, puis c'est Linda Cardinal Linda m'a dit l'été passé ou cet automne, a dit, les universités, ça devient un peu comme des centres culturels. C'est des lieux où on fédère. Puis là, je sais qu'il y a plein de centres culturels qui font partie de la FO. Là. On n'est pas en train d'essayer de faire une prise de contrôle des centres culturels, mais puis en fait, c'est un beau témoignage sur l'importance des centres culturels. C'est qu'on se voit comme un lieu de rassemblement. Il faut fédérer les francophones. Il y en a beaucoup de francophones dans le centre et dans le sud-ouest. Il faut leur donner ce lieu-là de rassemblement, qu'il soit physique ou virtuel, où on entend parler français, où il se fait plein d'activités, puis de conférences, puis de recherches. Donc, il faut continuer de créer ce lieu-là. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleure place pour le faire qu'à l'UOF. Sur ces paroles de sagesse d'un historien. Merci beaucoup à mon invité Pierre Ouellette qui a été avec nous aujourd'hui pour parler de l'Université de l'Ontario français. Un grand merci aux gens qui nous écoutent en Zoom, sur Facebook ou qui nous écouteront plus tard en mode enregistré. Merci beaucoup d'avoir été là. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de l'émission. Si vous avez des questions additionnelles, continuez à les mettre sur Facebook. Je suis convaincu que les gens de l'université vont continuer à répondre à vos questions. Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été là sous les projecteurs. Bonne soirée à toutes et à tous.